une étudiante qui ne pouvait pas être présente ce matin. Et donc, je crois, personnellement, je crois que ça aurait été mieux que ce soit elle qui présente son travail. Mais bon, au final, avec les échanges avec Audrey, avec Pascal et avec M. Desrochers, on est arrivé à l'idée que ça valait quand même la peine de présenter. J'ai une petite présentation, mais qui vient d'une précédente présentation qu'on avait faite. Mais bon, je vais y aller de manière, je serais peut-être un petit peu plus vulgarisée. Je vais quand même partager mon écran. Attendez un petit instant. OK, donc il est ici. Share. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Je vais juste m'assurer que moi, je suis capable de faire grouiller. Oui, c'est bon. Donc, nous, on va... je vais vous parler de tourisme et on a repris un peu la phrase un peu choc, ou en tout cas le clin d'œil qu'Audrey aimait bien faire là, à la fin de sa maîtrise en disant et on pourrait faire du tourisme, hein, comme une phrase type des régions en déclin. Les travaux là, mes travaux sur le tourisme là, portent à peu près, à quelques exceptions près, sont toujours dans des contextes non métropolitains, voire même ruraux, en lien avec des dynamiques d'éloignement. Et avec Audrey, dans le fond, on reprenait un peu les idées. J'ai partagé l'article qu'on a publié là, pour ceux qui veulent peut-être aller plus en détail là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce matin. L'idée qu'au début des années 2000, là, Dieter Müller et Janssen en Suède publiaient un article là, sur les difficultés du développement du tourisme là, dans ce qu'eux appelaient la pleasure periphery, là, qui reprenait là, une appellation d'un texte des années 70. Et en gros, leur constat, c'était de dire les facteurs structurels de l'économie qui font que d'autres industries périclitent ou ont de la difficulté à s'implanter ne disparaissent pas pour le tourisme. Hein. Ils restent en présence et c'est ce qui fait que même si, on a la solution touristique assez rapide. Il y a beaucoup de déceptions. Hein. Je voyais tout à l'heure la carte de Forillon, là, une partie de ma thèse est là-dessus, et on pourrait appeler ça la grande déception. Et donc, avec Audrey, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... on a pris la théorie du développement géographique inégal qui a été proposée par David Harvey, un géographe américain, géographe critique, et on a essayé de l'opérationnaliser dans un contexte touristique pour se pencher sur le cas d'Anticosti. Donc, sans... aller là, dans tous les détails là, de la théorie. Là. Bon, quand je la présente, je prends un cours de 3 heures, donc on s'entend, on n'a pas l'espace ici ce matin. Mais en gros, ce qu'on dit, c'est qu'on est dans un système capitaliste où le développement et la croissance économique sont au cœur des préoccupations de l'appareil économique et donc toute une partie d'un discours sur le développement et que le capital a une capacité d'accumulation qui nécessite des conditions d'appropriation qui peuvent être différentes, voire qui peuvent même avoir un certain déséquilibre entre le centre et la périphérie. Hein, et qu'au Québec, on a tout un historique là, de peuplement de la périphérie autour de l'exploitation des ressources naturelles. Et là, on arrive dans je dirais, dans la deuxième moitié du 20e siècle et accélération au début du 21e siècle avec justement les extinctions, la crise climatique, un engouement pour la conservation et la montée du tourisme qu'on a vu là, dans les dernières années là, avec la pause pandémique. Mais bon, on peut s'attendre à ce que les indicateurs nous montrent qu'il y a une volonté de reprise forte et voire même pas très différente du passé. Ah, et donc, dans cette idée de présenter le tourisme, il y a beaucoup ce qu'on pourrait appeler les pro-développement touristique ont une tendance à nous le présenter comme étant
une industrie qui peut sauver des milieux et voire même amener une nouvelle dynamique de développement, alors que dans plusieurs cas, ce qu'on a, c'est une reproduction des modèles économiques classiques, mais dans un autre contexte. Et donc, le tourisme, ça peut être une autre forme d'exploitation des ressources naturelles qui génère des impacts et des inégalités. Donc, Audrey se posait comme question, donc comment l'exploitation des ressources naturelles, dans un objectif de développement, transforme les dynamiques spatiales des régions périphériques enclavées, avec l'idée que le tourisme fait partie des formes d'exploitation des ressources naturelles. On a un petit schéma ici conceptuel, là, donc ce développement le développement il est géographiquement inégal et c'est ce que David Harvey se posait comme question en lien avec sa théorie du développement géographique inégal. Donc, au-delà des visions culturalistes ou historicistes de la diffusion du développement dans l'espace et le temps, est-ce qu'il y a une autre manière, parce que lui, il était très insatisfait de ces formes d'explication, donc est-ce qu'il y a d'autres manières de comprendre le développement inégal? Et donc, c'est une conception de la notion de théorie qui est plus flexible que les grandes théories. Donc, on reconnaît la force et l'importance de certains processus qui sont clairement distincts les uns des autres, mais qui peuvent être situés dans un champ d'interaction dynamique. Et il y a deux présupposés à la théorie, donc une présupposée dialectique, inspirée de Marx, et toute l'importance de la spatialité avec la pensée d'Henri Lefebvre. Et donc, Harvey décline ça en 4 conditionnalités qui permettent au capital de se diffuser à travers chacune d'entre elles. Donc, l'ancrage matériel des processus sociaux dans la toile de la vie, l'accumulation des valorisations par dépossession, l'accumulation du capital dans le temps et dans l'espace, et les politiques et les luttes sociales. On a fait tout un... Bon, là, il y a des cartes pour présenter, là, parce qu'on la présentait dans un contexte international avec les activités et tout. Je passe rapidement là-dessus. On a fait tout un processus là, de substitution de catégories et je dirais, d'opérationnalisation du cadre théorique là, pour l'appliquer au tourisme. Tout ça est dans l'article que j'ai partagé en lien là, parce que je veux prendre le temps là, qu'on parle un peu plus de ce qu'on a vu. Et donc, la première conditionnalité qui est l'ancrage matériel des processus sociaux dans la toile de la vie. Donc, c'est toute la question de la place des éléments écologiques en lien avec les dynamiques sociales et économiques. Et ce que le constat qu'Audrey a fait suite à ces 2 terrains et ces entretiens, c'est que d'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler un surplus écologique autour de la forêt, des produits de la mer. Il y a le pétrole qui a été produit là, dans le temps, qui est dans le sol. Donc, le paysage, les lacs, les rivières, la faune, la flore, toute l'idée de l'air pur, de la tranquillité. Et par contre, il y a des caractéristiques géographiques et physiques qui rendent difficile, voire défavorable, l'accessibilité, et donc contribue à préserver les surplus. Et ça, c'est assez, c'est pas unique en anticostien, c'est la contradiction classique de la mise en tourisme là, des espaces enclavés ou éloignés, où est-ce que tout d'un coup, on a une nature dont la viabilité économique de l'exploitation est rendue plus difficile à travers la question de l'accessibilité, et donc qui fait qu'il y a un surplus écologique là, qui peut être mis en tourisme à travers la protection. Michael Hall le disait au début des années 2000, si vous ne pouvez plus faire d'agriculture, si vous ne pouvez plus faire... vous ne pouvez pas l'exploiter pour les minéraux, si vous ne pouvez pas couper le bois et le sortir de manière rentable, il disait en anglais, might as well turn it into a tourist attraction. Donc, on a cette contradiction-là qui fait que les critères d'éloignement qui permettent et d'accessibilité qui font que la ressource naturelle est plus difficile à exploiter de manière rentable dans le système actuel, le rend exploitable au niveau du tourisme. Mais du même côté, cette difficulté d'accessibilité-là, elle est là aussi pour les touristes, mais aussi pour tout ce qu'on a besoin pour créer l'expérience touristique. Je vais continuer. La deuxième conditionnalité, c'est la question de l'accumulation et de la dévalorisation par dépossession. Et dans cette partie-là,
toute la question, bon, puis là-dessus, ça recoupe là, ce qu'il y avait dans la précédente présentation. Hein. Donc, il y a tout un historique de dépossession autour de la richesse en Anticosti à travers les différents régimes qu'il y a eu sur l'île. Mais des entretiens, il ressortait aussi que présentement, bon, la population locale se sent dépossédée d'une partie du fruit, de la valeur de ce qui est pris pour le bois et les produits de la mer, hein, donc qui laisse somme toute, très peu de retombées localement. C'est la question de la coupe forestière qui dévalorise l'industrie de la chasse, mais en même temps, il y a toute cette discussion-là là, qui avait précédemment là, dans les propos de Mme Brisson sur justement la conservation, hein, qui est vue comme étant un peu quelque chose qui a laissé de côté en plan la partie en plan la population locale et que la CEPAC exploite là, mais aussi les pourvoiries dans des logiques qui leur sont propres, économiques qui leur sont propres avec leur propre modèle économique. Puis ça, je reviendrai là, sur un aspect autour de ça par rapport à la question des échelles. Mais la partie sur laquelle je voulais porter l'attention de manière un petit peu plus présente et insistante ce matin, c'est ce qu'on appelle les conditions d'accumulation du capital dans le temps et dans l'espace. Ça sonne très théorique comme ça, mais c'est la capacité de milieu, hein, dans des géographies, je dirais, un peu plus... dans des géographies un peu plus éloignées, de permettre l'accumulation. Hein, donc, de permettre qu'il y ait que les capitaux qui sont utilisés pour exploiter les ressources s'accumulent dans le milieu plutôt qu'ils sortent avec des fuites. Hein. Et dans les résultats autour, ce que l'on voit, c'est que les conditions d'accumulation du capital dans le temps et dans l'espace, Anticosti, pour la population locale, qui a été faible à travers les différents régimes, potentiellement, le tourisme, s'il est exploité de la même manière, risque de recréer le même type d'accumulation qui va être à l'extérieur principalement du milieu. Hein, donc, on voyait toute la question de la modification des forfaits à des fins de rentabilité, hein, qui rend l'accumulation difficile de se faire sur place. En gros, hein, si on fait du développement touristique où est-ce que tout vient de l'extérieur et les promoteurs viennent de l'extérieur, ben, la capacité d'accumulation au-delà des salaires et des emplois va rester relativement limité. Et là, on est dans un peu l'œuf ou la poule et la poule. Donc, un besoin d'infrastructure, mais pas de ressources pour les construire ou pour les justifier. Hein, donc, par où qu'on commence, hein, et l'intégration au milieu est difficile. Par contre, la question de la municipalité, à l'époque où est-ce qu'Audrey était là, puis là, je fais mon mea culpa, là, je ne suis pas complètement à jour, mais donc, il y avait toute cette idée de la municipalité entreprenante, hein, donc une forme d'entrepreneuriat civique autour de la municipalité dans l'industrie touristique qui, elle, tout à coup, pouvait changer la donne, en tout cas en partie, et permettre une certaine forme d'accumulation, tout dépendamment du rôle qu'elle pouvait prendre dans le développement touristique. Je vais juste aller... politique et sociale. Un peu, bon, le schéma qu'Audrey faisait, hein, qui nous montrait les liens. Hein, donc, principalement, ce que l'on voit, hein, c'est qu'il y a des caractéristiques géographiques et physiques du milieu qui rendent l'accessibilité, hein, mais qui contribuent à préserver les surplus, hein, donc qui permet des mobilisations citoyennes, hein, autour de la question de la protection, mais ces surplus-là, comment ils vont être exploités, ben, historiquement, c'est plus par une certaine forme d'accumulation par dépossession, hein, donc des gens de l'extérieur qui s'approprient la ressource, hein, et qui laissent tomber des emplois et la richesse sort du milieu. Donc, par contre, c'est sûr qu'il y a des... Je vais t'inviter à... Oui, tout à fait. C'est là que je suis rendu. Le modèle est intéressant. Il m'apparaît avec le temps, bon, un peu, je dirais, il y a une dimension structuraliste qui le rend un peu lourd, mais il offre une flexibilité pour comprendre comment il y a des motivations et des structures économiques qui guident le développement et comment interagissent là, justement à une échelle plus locale certains groupes sociaux.
qui est intéressant, c'est que ça relie les phénomènes plutôt que les isoler. Puis, moi, je vais terminer. Il y a toute la question des échelles. Hein. Si on prend l'idée de la CEPAC, c'est sûr qu'à l'échelle locale, ça peut être perçu comme une forme de désappropriation. Mais si on le prend à l'échelle, je dirais, pan-québécoise, mais c'est une forme d'appropriation par l'État, donc certaines formes de collectivisme hein, autour d'un espace qui aurait pu être exploité par, je dirais, comme on peut voir dans d'autres exemples, par des multinationales touristiques qui, elles, ont encore moins de retombées. Et donc, cette question des échelles-là autour de l'accumulation, de la dépossession, eh bien, elle nécessite, en tout cas, ça permet d'arriver à une analyse qui est peut-être un petit peu plus nuancée, mais aussi d'ouvrir le débat. Hein? Donc, quelle forme de développement est possible, avec quelle retombée, hein? Et qui s'approprie la richesse, à quelle finalité. Hein? Et donc, c'est un peu comment j'aimerais terminer, parce que c'est les questions, je pense, qui sont nécessaires de se poser pour réfléchir au tourisme dans une manière à ce qu'il y ait un développement, je dirais, socio-collectif plus grand que simplement les emplois et les retombées là, usuelles. Merci.